Je vais d'abord rapidement vous parler de l'incident, on devrait plutôt dire l'accident, puisqu'on parle d'une fuite de solution acide de 96 000 litres qui est intervenue à Goro le 7 mai dernier, qui a provoqué, comme vous le savez, toute une série de troubles dont on paye encore les conséquences, en particulier les Mondoriens lorsqu'ils passent devant Saint-Louis. Et si cet incident, en réalité, si ce énième incident est survenu à Valais, et si aujourd'hui une partie de la population réclame la fermeture pure et simple de cette usine qui produit, qui donne pourtant du travail à 4 000 Calédoniens, c'est-à-dire à 4 000 familles, qui procure 50 milliards de retombées chaque année en termes de sous-traitance, de salaires et d'impôts, eh bien c'est parce que durant les 5 dernières années, la province qui est dirigée par le Rassemblement a totalement négligé ses responsabilités vis-à-vis de l'industriel. Elle n'a assuré aucun suivi et aucune surveillance de l'industriel. Et c'est ce relâchement complet qui a abouti donc à ce énième accident. Et donc, dès ma prise de fonction à la province, le premier dossier brûlant que j'ai trouvé, c'était celui-là, avec l'obligation d'une manière ou d'une autre de rétablir donc un suivi extrêmement resserré de Valais pour essayer de rattraper le temps perdu. C'est ce qui m'a conduit à produire un arrêté de mise en demeure de l'industriel qui a été pris le 31 mai, avec un suivi permanent, puisque cet arrêté de mise en demeure, il autorisait Valais à reprendre son activité que si un certain nombre de mesures de sécurité étaient prises. Ensuite, un mois plus tard, il l'obligeait à prendre d'autres mesures et d'autres expertises, puis un mois plus tard encore, et ainsi de suite. Et on va comme ça, au moins jusqu'à la fin de l'année, assurer un suivi mois par mois pour contrôler méticuleusement chacune des obligations d'augmentation des standards de sécurité que nous avons imposées à Valais, pour essayer de garantir que si un nouvel incident se reproduit, il ne puisse pas avoir les mêmes conséquences et le même impact sur l'environnement que celui du 7 mai dernier. Parce que, désormais, nous ne pouvons plus prendre le risque d'un incident supplémentaire avec un impact significatif à l'environnement. Parce que si un nouvel accident intervient, alors nous ne pourrons plus contrôler la situation et alors on sera vraiment dans une situation catastrophique. En même temps qu'on a imposé ce suivi permanent et régulier mois par mois à l'industriel, on a ordonné de faire toute une série de contre-expertises externes aux frais de l'industriel pour garantir la gestion et l'efficacité de leur système de sécurité, pour garantir leur réorganisation et leur management interne, pour garantir des procédures d'inspection qui nous donnent la certitude que des équipements supplémentaires ne lâcheront pas. On a comme ça imposé toute une série d'expertises externes à l'industriel et une réorganisation complète de son management. Parce que si l'accident du 7 mai est intervenu, c'est effectivement parce qu'il y a deux types qui ont fait des âneries et qui n'ont pas respecté des procédures. Mais il ne faut pas faire payer les lampistes. Si ces gens-là ont fait des bêtises, c'est parce que toute la chaîne de management et d'organisation et de suivi de la sécurité à l'usine, en réalité, ne fonctionne pas comme elle le devrait. La deuxième mesure qu'on a décidé de prendre pour traiter la problématique de l'usine du Sud, c'est la réactivation, la remise en route du comité d'information, de surveillance et de concertation de l'usine de Goro. Ce comité, qui rassemble 50 personnes, c'est-à-dire les représentants de l'État, des chefferies, des populations locales, des mairies du Mont-d'Or et de Yaté, des associations environnementales, des services techniques de la province, des services de l'inspection du travail, de la direction des mines et de l'énergie, etc. Ce comité, c'est Philippe Gomez qui l'avait mis en place en 2004. Et ce comité, entre 2004 et 2009, il a exercé sa fonction. Il s'est réuni 17 fois entre 2004 et 2009 pour assurer ce travail de suivi et d'amélioration permanent sous la responsabilité de la province imposée à l'industriel. Et puis de 2009 à 2014, ce comité il s'est réuni une fois. Voilà.
Et c'est effectivement la raison pour laquelle on est arrivé à cette accumulation d'accidents et à cette dégradation des standards de sécurité et de performance environnementale de l'usine. Donc l'autre mesure que j'ai prise dès qu'on est arrivé à la province, indépendamment de l'arrêté de mise en demeure et des expertises externes, c'est la réactivation de ce comité qu'on a d'ailleurs élargi pour l'occasion et qui se réunit tous les mois. Il s'est déjà réuni à 2 reprises. Il se réunira le 19 septembre prochain pour la 3e fois directement à la mairie d'Yaté sur place. Il se réunira un mois plus tard à l'usine de Goro. Et chaque mois, on assurera, même si c'est très lourd, donc ce suivi resserré des préconisations qui sont faites par la province. Ce comité, en plus, il est suivi d'une réunion publique. Parce qu'évidemment, au comité, on a 50 personnes, des spécialistes, des représentants des populations, des coutumiers, des mairies, des services, mais on ne peut pas l'ouvrir au public. Et donc, on a pris la décision également, pour agir en toute transparence et essayer de calmer le jeu et d'informer le public et les populations des mesures que l'on prend, eh bien de faire suivre à chaque fois ce CICS d'une réunion publique à l'auditorium de la province, qui est ouverte à tous ceux qui le souhaitent et au cours de laquelle on expose toutes les décisions qui ont été prises lors du comité. Et puis enfin, et je conclurai sur ce premier chapitre par ça, on a décidé d'inscrire la collectivité dans une politique nouvelle de transparence. Transparence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas que les spécialistes ou les administratifs qui doivent être au courant de ce qui se passe à Valais. Le public doit pouvoir, à n'importe quel moment, avoir accès à tous les documents importants qui intéressent le fonctionnement de ces usines ou de ces installations qui sont dangereuses et pour la sécurité des personnes et pour la protection de l'environnement. Et donc, on a mis en ligne, ce qui ne s'était jamais fait jusque-là, l'ensemble des documents relatifs d'une part aux accidents qui sont intervenus successivement à Valais, mais également l'ensemble des rapports et contre-expertises qui ont été faits depuis, ainsi que l'ensemble des bilans de suivi trimestriel ou mensuel de l'activité de Valais. Par exemple, je donne un exemple, depuis des années, il y a une polémique sur ce que rejette le tuyau, vous savez, dans le canal de la Havana. Bon. En réalité, ce problème, il a été pris à bras-le-corps par Philippe dès 2006, et aujourd'hui, on est dans une situation où on suit, mois par mois, avec des relevés et des analyses de l'effluent, ce qui se passe donc dans cet effluent. Eh bien, ces rapports sont désormais en ligne et toutes les associations environnementales en particulier qui souhaitent les consulter, les contester ou discuter de ces bilans, qu'il s'agisse du grand tuyau ou qu'il s'agisse des émissions atmosphériques, peuvent désormais consulter tous ces documents en ligne. Et puis au-delà de ça, parce qu'il n'y a pas que Valais, on a décidé, et ça aussi c'est totalement nouveau, on a décidé de créer un site internet spécial qui ouvrira le 15 septembre, qui sera consultable par n'importe qui de manière parfaitement libre, qui va mettre en ligne et à la disposition du public tous les documents ICPE produits par la province sur toutes les installations classées qui existent sur le territoire de la province Sud, depuis le garage de peinture qui est à côté de chez vous dans le quartier jusqu'à l'usine de Valais ou de SLN, pour que la transparence soit totale sur le sujet. Et j'insiste sur ce point, c'est quelque chose qui crée des contraintes, bien sûr, pour la province, puisque ça nous oblige à publier tous les documents, mais c'est quelque chose qui me semble capital pour l'avenir, parce que si on engage la province dans cette direction, quelles que soient les alternances politiques futures, plus personne ne pourra revenir en arrière sur cette transparence qui aura été imposée, et au total, c'est un bénéfice pour le pays. Donc ça, c'est le premier sujet que je voulais évoquer avec vous, l'incident de l'usine du Sud. Le deuxième, naturellement, c'est les répercussions que cet accident a eu sur la situation au Mont-d'Or et à Saint-Louis en particulier. Je ne vais pas revenir sur les quasi-émeutes qui ont suivi l'incident du 7 mai, et puis surtout sur la situation qui continue, puisque tous les gens qui passent au Mont-d'Or, ils ne savent jamais s'ils peuvent passer en sécurité ou pas, ils ne savent jamais s'ils vont dans un sens, s'ils pourront revenir, et c'est vraiment une catastrophe pour un nombre très important de Calédoniens.
Donc sur ce sujet, parce que ça aussi c'est pas arrivé par hasard. Ça aussi c'est pas arrivé par hasard. Les problèmes de Saint-Louis, ils n'ont pas démarré au moment de l'incident de l'usine du Sud. Les problèmes de Saint-Louis sont connus depuis des années et des années. Et si aujourd'hui la situation explose, c'est qu'il y a une raison. Et la raison c'est quoi? C'est que personne ne s'occupe des problèmes de Saint-Louis depuis 5 ans. C'est ça la raison. Philippe Gomès avait mis en place ce qu'on appelle le COPIL, le comité de pilotage de Saint-Louis, qu'il avait installé lors de la mandature précédente. Ce COPIL s'était réuni à d'innombrables reprises. Il avait fait un travail qui avait été salué par tout le monde, y compris par nos adversaires politiques, et je parle là en l'occurrence, par exemple, du grand chef Rocco Mittan, qui est peu suspect de sympathie ou de complaisance politique à l'égard de Calédonie Ensemble. Pourquoi ce travail avait été salué? Parce que dès lors qu'on s'occupe des problèmes des gens, la situation se calme. C'est aussi simple que ça. Et ce COPIL, entre 2004 et 2009, il a permis de trouver des emplois à des jeunes de la tribu, il a permis de réaliser des maisons communes, il a permis de réaliser des terrains de sport, il a permis d'accompagner les associations de la tribu, il a permis d'accompagner des projets de création d'entreprises au sein de la tribu. Bref, il a donné le sentiment à la population de Saint-Louis, qui est la première tribu du pays, qui est la tribu la plus importante de Nouvelle-Calédonie au milieu de la ville, qu'effectivement on s'occupait d'eux. Et si depuis la situation a dégénéré, c'est parce que plus personne ne s'est occupé de ça. Et donc, nous avons, parallèlement au suivi de l'usine de Vallée Nouvelle-Calédonie, décidé de réactiver le COPIL de Saint-Louis, en prenant la tâche de tout le monde, les coutumiers des deux chefferies, Moyatea et Ouamitan, la ville du Mont-d'Or, qui voit la province prendre ce type d'initiative avec un enthousiasme très modéré, l'État, les services de la justice, les services techniques, etc. etc. Et donc, tout ça a été fait au terme d'une série de rencontres, d'entretiens et des discussions, d'une part avec les habitants du Mont-d'Or qui n'en peuvent plus des caillassages qui sont regroupés dans le collectif Saint-Louis Réagissons, et d'autre part, y compris avec des jeunes de la tribu qui ont demandé un rendez-vous à la présidence de la province sud et que j'ai reçu immédiatement, et avec lesquels, après quelques échauffourées, on a trouvé un terrain d'entente et qui ont accepté de participer à ce prochain COPIL. Voilà, donc je peux vous annoncer que jeudi 11 septembre prochain, la province sud délibérera officiellement pour créer et remettre en place ce comité de pilotage. Et je peux vous annoncer que ce comité de pilotage de Saint-Louis se réunira pour la première fois avant le mois de septembre, avant la fin du mois de septembre, pour reprendre le traitement de tous les problèmes de la tribu de Saint-Louis, parce qu'on est convaincu que si on s'occupe des problèmes de la tribu nous posera moins de problèmes. C'est aussi simple que ça. Et indépendamment de ça, nous avons fait 2 propositions aux autorités de l'État, de la commune du Mont-d'Or et surtout aux autorités coutumières de Saint-Louis pour essayer d'améliorer concrètement la situation et les problématiques de sécurité sur la route aux droits de la tribu de Saint-Louis. La première proposition, c'est d'engager une action pour nettoyer, si je puis dire, les abords de la route provinciale aux droits de la tribu sur 3 ou 4 kilomètres. L'idée, elle est assez simple. Si on rase la végétation et si on dégage la visibilité sur une profondeur suffisante de part et d'autre de la route, peut-être qu'on aura moins de problèmes. Et puis la deuxième proposition qu'on a faite, c'est celle de remettre en place et même de renforcer l'éclairage public de la route, puisque là aussi c'est un élément de sécurité, sauf que ce coup-ci on ne le fera pas avec des poteaux en bois, on le fera avec des poteaux béton pour être certain que cet éclairage soit pérenne. Voilà, donc ces sujets-là sont en cours de traitement. Et alors, je ne suis pas en train de vous dire que la province sud va régler d'un coup de baguette magique en quelques jours les problèmes de la tribu, parce que c'est des années d'inaction et d'indifférence qu'on a à rattraper. Mais je peux vous dire en tout cas qu'on ne ménage pas nos efforts pour rétablir la discussion avec les uns et les autres, amener les jeunes à participer à ce COPIL pour traiter avec eux leurs problèmes de logement, d'habitat, d'enseignement, d'insertion professionnelle, de formation ou autre, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à rétablir la paix sur le territoire de la commune du Mont-d'Or et en particulier à Saint-Louis.
Deuxième sujet dont je voulais vous parler, qui a un lien étroit avec les problématiques et de l'usine du Sud et de Saint-Louis, c'est l'affaire Prony-Pernot. Je fais un rapide retour en arrière sur cette histoire. Le 2 avril dernier, c'est-à-dire un mois avant les élections et la fin du mandat, les élus de la précédente mandature sont convoqués en assemblée de province par Cynthia Lijard. On leur donne 3 bouts de feuilles sur un coin de table et on leur dit il faut vous prononcer sur l'attribution des massifs de Prony et Pernot à la SLN et à Vallée. Je rappelle que ces massifs sont les 2 derniers massifs de classe mondiale qui sont aujourd'hui disponibles, libres d'exploitation en Nouvelle-Calédonie. Et donc, à 4 semaines de la fin du mandat, avec 2 bouts de papier et demi, sans aucune audition de qui que ce soit, ni de la SLN, ni de Vallée, ni de la direction des mines et de l'énergie, ni de personne, on nous a imposé de brader donc ces 2 gisements au profit de SLN et Vallée. Et lorsque cette assemblée de province a eu lieu, nous, les élus de Calédonie Ensemble, nous avons pris l'engagement qu'après les élections provinciales, si nous arrivions aux responsabilités à la province Sud, nous reprendrions ce dossier. Et c'est exactement ce que nous avons fait dès que nous sommes arrivés à la présidence de la province Sud. On a repris ce dossier et qu'est-ce qu'on a trouvé dedans? On a d'abord trouvé un dossier totalement illégal, c'est-à-dire une décision prise par l'Assemblée de la province, une signature d'un protocole d'attribution pris par la présidente de la province en violation de toutes les règles applicables en la matière. Pas de consultation préalable obligatoire du Conseil des mines et du Comité consultatif des mines. Pas d'information sérieuse et suffisante des élus. Vous avez 2 jours pour vous décider, on vous donne 3 bouts de papier, c'est bon. Des clauses d'arbitrage qui sont prévues dans le contrat d'attribution de Prony-Pernot qui sont totalement illégales par rapport à la loi. C'est-à-dire si j'ai un problème avec SLN et Vallée pour l'exploitation du futur gisement ou le paiement des quelques miettes qu'ils vont nous donner, je ne vais pas au tribunal. Je vais voir des arbitres qu'on aura choisis ensemble. Vous voyez ce que ça veut dire? Enfin bon, toute une série d'illégalités dont chacune seule suffit à justifier l'annulation pure et simple de cette attribution des massifs de Prony et Pernot. Et donc, j'ai annulé l'attribution des massifs de Prony et Pernot par un arrêté que j'ai signé donc le 5 août 2014 et que j'ai notifié immédiatement donc aux industriels. Et je mets au défi quiconque d'attaquer ma décision. Que ceux qui ne sont pas d'accord avec cette décision de retrait la défèrent au tribunal. Et on verra ce que dira le tribunal. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que le travail d'examen juridique qu'on a fait sur ce dossier a été très approfondi, que cette décision elle a été prise sur des motifs sérieux et que je mets en demeure tous ceux qui ne sont pas d'accord de le déférer devant le tribunal et on verra qui a raison. Au-delà de ça, au-delà d'une attribution totalement illégale, on a trouvé d'autres choses dans ce dossier. On a trouvé des choses que personne ne connaissait, pas même ceux qui ont voté l'attribution. Même les élus du Rassemblement et les autres n'étaient pas au courant d'un petit truc qui a été caché à tout le monde, qui est que le même jour où la présidente de l'Assemblée de province a attribué les massifs de Prony et Pernot à SLN et Vallée, la même présidente de la province Sud a signé un accord que personne ne connaît, qui est donc un accord occulte, avec Vallée. Et que dit cet accord?
Cet accord dit, moi, province Sud, je te donne Prony-Pernod en paiement des dettes que la SPMSC a déjà vis-à-vis de Valais. C'est ça qui dit l'accord en substance. C'est-à-dire que le peu d'argent que toi, Valais, tu vas me donner pour l'attribution de ces massifs, eh bien, je vais te le rendre. Je vais te le rendre. C'est-à-dire que, par exemple, la redevance sur le fameux tuyau sur lequel on s'est battu pendant tellement d'années, eh bien, noir sur blanc, il est écrit dans cet accord secret que l'argent de cette redevance, il va être rendu à Valais. Cet accord, il dit que toutes les sommes qui vont être reçues par la province en paiement des gisements vont être rendues à l'industriel en paiement de la dette qu'on a vis-à-vis de lui. Autrement dit, finalement, cet accord, il dit que Prony-Pernod, pour ce qui concerne Valais, sont donnés gratuitement. C'est ça que ça veut dire, en paiement de la dette qu'on a vis-à-vis de Valais. Alors la question qui se pose, c'est quelle dette et est-ce qu'on a besoin de donner Prony et Pernod pour payer cette dette? C'est ça la question. Parce qu'effectivement, la SPMSC, qui est la société qui rassemble les 3 provinces et qui porte 5% dans le capital de Valais, a des dettes. Parce que ces 5% d'actions dans le capital de Valais, en réalité, la SPMSC ne les a pas payés. Depuis l'origine, ce qui est prévu avec Valais, c'est que ces 5% seront payés lorsque l'usine produira et qu'elle versera des dividendes à la SPMSC et que c'est à ce moment-là que la SPMSC utilisera ces dividendes pour payer sa dette. Sauf que ce qui coince dans le dispositif, c'est que l'usine, elle ne produit toujours pas et qu'il n'y a toujours pas de dividendes. Mais est-ce que pour autant, on était obligé de rembourser la dette? Eh bien, la réponse est non, parce que sous l'égide de Philippe Gomes, durant la mandature précédente, on s'est protégé de ça. Parce que quand on a vu les retards et les dérapages successifs que prenait l'usine, quand on voyait les coûts augmenter de plus en plus et la perspective d'entrée en production reculer de plus en plus, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il a fait, Philippe? Eh bien, il a signé avec Valais un avenant au pacte d'actionnaires qui dit « Tant que l'usine, elle ne produira pas, c'est toi qui payeras à notre place. Et nous, on ne commencera à payer que lorsque l'usine produira, parce qu'il n'y a qu'à partir de ce moment-là qu'on recevra des dividendes. Et si l'usine, elle ne produit pas, c'est bien de ta faute, ce n'est pas de la nôtre. » Et ce que je vous dis est si vrai, que non seulement on a annulé l'attribution de Prony et Pernod par cet arrêté que j'ai signé le 5 août, mais en plus, on a fait payer à Valais la prochaine traite bancaire de la SPMSC. Philippe est allé à Paris, au conseil d'administration de Valais, et il leur a dit « Vous n'avez pas le choix, vous allez payer la prochaine échéance bancaire à notre place, parce que c'est ça qui était écrit dans le pacte d'actionnaires qu'on a signé avec vous en 2008. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont payé. Voilà. Ce qui est bien la preuve absolue qu'il n'était pas nécessaire de faire cadeau de notre richesse collective à Prony pour payer une dette que de toute façon on n'avait pas à honorer pour le moment. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, quand on a expliqué tout ça, quand on l'a expliqué gentiment, tout ça, parce que moi j'ai fait une conférence de presse pour annoncer le retrait, j'ai insulté personne, j'ai accusé personne, j'ai juste dit, ce protocole d'accord il est illégal, et 2, il est assorti d'un accord secret. Et encore une fois, je mets au défi quiconque de venir me prouver le contraire. Donc quand on a annoncé ça, l'ancienne présidente de la province Sud et puis ce qu'on appelle les jeunes du rassemblement, ils ont poussé des cris. Ils ont dit c'est pas bien, c'est dégueulasse, il faut faire une commission d'enquête. Eh bien, je vais vous dire, puisqu'ils veulent une commission d'enquête, ils vont en avoir une. Et ils vont l'avoir jeudi prochain. Voilà, jeudi prochain, l'Assemblée de la province Sud délibérera sur la création de cette commission d'enquête.
Et tous les conseillers de la province sud auront sur leur bureau un petit dossier dans lequel il y aura toutes les pièces de cette affaire pour permettre à chacun de se faire une idée précise sur cette affaire et qui ment et qui ne ment pas. Ça sera aussi simple que ça. Quant au gisement de Prony-Pernot, il est revenu en réserve technique provinciale et il y restera aussi longtemps que nécessaire. Ce gisement ne sera pas attribué sans une mise en concurrence publique devant les Calédoniens pour obtenir les meilleures offres possibles, si toutefois on décidait de les mettre en exploitation. C'est comme ça que ça s'est passé en 2008, c'est comme ça que ça se passera de nouveau, en tout cas tant que Calédonie Ensemble dirigera la province.